Vous avez fini de ricaner? Alors, Daniel, il y a beaucoup de questions sur l'involution, l'évolution, le temps, etc., Disons le que la deuxième progrès. partie, je ne serai pas technique. On va prendre un vocabulaire peut-être plus vulgarisé. Quand on brise la glace, évidemment, il faut une grosse pelle ou une grosse masse. Mais disons que on va laisser faire la technicalité pour la deuxième partie. On va être plus humanoïde. Alors, une première question ici, on te demande, lorsque vous expliquez tout ce que vous avez dit, en étiez-vous pleinement conscient au moment de le dire ou était-ce un concept pour vous aussi? Autrement dit, est-ce que tu sais à l'avance ce que tu vas dire ou est-ce que tu le découvres au moment où tu le parles? Bon, c'est ça. Je le découvre au moment où je le parle. Il peut m'arriver de temps en temps, lorsque je jase avec certaines personnes, soit dans les cours, soit dans les séminaires, qu'on me pose des questions particulières. Alors, c'est sûr que lorsque j'ai répondu une fois, c'est assez facile pour moi de les fouiller dedans les mémoires de ce que j'ai déjà dit, mais ça ne me plaît pas nécessairement. Alors, comme ce soir, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais pas si vous avez appris, mais ce n'était pas un concept pour moi, sauf que je ne conserve pas en mémoire nécessairement ce que je vais sortir, ce qui me permet demain matin de recommencer puis de dire d'autres choses. Et si je prends conscience chaque fois que j'aborde ce phénomène de la création, par exemple, j'ai toujours le même genre d'énergie qui me dit que ce que je pense ou dis est ça, ben, tant que ça me va, c'est ça. Puis quand ça m'ira plus, ça sera autre chose. Et si ça me va toujours, ben, j'aurais touché juste la première fois que j'en aurais parlé. Alors pour moi, concept ou pas concept, l'idée même, c'est que je n'en fais pas une fois. C'est-à-dire que je ne cristalliserai pas ce que j'ai dit. Ça expliquait bien, dans mon sens, du moins ce que je voulais amener. Et je vais pouvoir y faire référence de temps en temps pour pouvoir expliquer d'autres choses. Et ça ne m'empêchera pas un jour de changer complètement ce que j'ai dit pour dire d'autres choses. Je n'ai pas, disons, de face à sauver. Alors, je parle, j'apprends. Je peux, par contre, dire que je suis certain, malgré la coloration des mots, malgré disons, la descente de cette énergie pour expliquer la création dans une langue qui n'est pas nécessairement appropriée à ce genre d'explication, que, grosso modo, tout ce qui a été dit s'est passé comme ça. Mais ça n'a aucune importance. C'était pour faire comprendre ce que l'homme fait ici. Et dans les questions que vous allez poser, alors j'espère que vous avez posé des questions pour éclaircir ce qui n'a pas nécessairement été clair. Et de toute manière, les conférences qui suivent, comme celles d'avant, ne sont pas toujours techniques de cette façon. Et on va pouvoir quand même se servir comme référence de base un peu de ce mécanisme de création de l'univers pour expliquer ce que l'homme fait ici. Et la femme. Ici un petit commentaire, très très bonne conférence. La personne dit ceci, j'ai remarqué qu'au début de la conférence, vous aviez l'air d'attendre quelque chose. Puis deux personnes se sont levées, sont sorties de la salle, après quoi vous êtes parti à expliquer énergiquement. Étiez-vous écologique? On a des espions. Autrement dit, est-ce qu'il peut y avoir une interférence vibratoire dans une salle comme ça? Exactement. Dans le début, j'expliquais justement l'écologie qui fait que dans un livre, par exemple, ou dans différents mécanismes, on peut arriver à empêcher des connaissances d'être introduites dans des égos qui ne sont pas nécessairement en équilibre avec ce qui va être dit. Les personnes ne sont pas plus involuées ou plus évoluées ou plus égales. Ça n'a aucun rapport. Sauf que parce que l'évolution de l'homme, souvent vous allez regarder votre voisin, votre enfant, votre mari, votre femme et vous allez dire, lui, il n'est pas évolué. Pourquoi? Parce que vous comprenez quelque chose que lui ne comprend pas. Mais lui comprend d'autres choses que vous ne comprenez pas. Alors, ce qui fait que l'évolution de l'homme, elle est presque égale, sauf pour quelques exceptions, mais exceptionnelles. Elle est presque égale, sauf qu'une personne comprend des choses, l'autre comprend d'autres choses, mais ils ne peuvent pas s'interchanger leur communication, leur connaissance, pour la simple raison que moi, je peux dire des choses que deux personnes ne pouvaient pas absorber, et une autre fois, je vais dire d'autres choses. Je vais essayer de m'arranger pour que ça arrive jamais, où ces deux personnes vont rester assises et vous allez toutes sortir. Alors, ce n'est pas un critère d'évolution. Je fais simplement ce petit détour pour bien faire comprendre. Oui, effectivement, c'est de l'écologie. Vibratoirement, je ne me branche pas, ça ne va pas. J'essaie, il y a quelque chose qui me dit, soit que le sujet n'est pas prêt, trop aride. Alors, le sujet auquel je voulais
me mettre à parler, sur lequel je voulais me mettre à élaborer, n'est pas adapté. Il y a plusieurs raisons qui peuvent à un moment donné transformer la psychologie d'une salle, ou bien il y a un élément ou deux qui ne vont pas. Plus souvent qu'autrement, ces éléments vont sortir. Lorsque ces éléments ne sortent pas, on a vu ça souvent, ceux qui, disons, viennent à mes conférences depuis longtemps, où je me censurais tout au long de la conférence. Alors je parlais et à un moment donné, je broutais un petit peu à côté, puis là, je m'en allais. Je me censurais tout au long de la conférence. Après le retour du Pérou, j'ai pris la décision de ne plus me censurer. Alors évidemment, il y a des choses énergétiques qui vont faire que les personnes qui pourraient être hautement troublées par ce que je vais dire vont quitter la salle. Ceux qui ne sont pas suffisamment solides, disons, on parle encore de phénomènes énergétiques, on pose souvent la question, alors si elle est posée, tu pourras la sauter. Ceux qui peuvent absorber, mais qui n'ont pas l'énergie suffisante pour pouvoir absorber l'énergie qui circule dans la salle lors d'une conférence, eux autres vont avoir tendance à dormir. Alors ils vont dormir et ils vont s'en aller, puis à un moment donné, tout revient clair et tout est doux. Ça aussi, c'est de l'écologie. Jusqu'au jour où la personne n'a plus besoin de dormir. Elle écoute. Pourriez-vous résumer d'une façon plus vulgarisée le sujet? Très bonne conférence. Oui. L'homme, la femme sont sur la planète Terre pour une raison très particulière, permettent à ce que l'ego appelle Dieu de cesser de devenir homme. L'homme a comme fonction de sauver Dieu, et Dieu a comme fonction de sauver l'homme. C'est-à-dire que malgré la philosophie spirituelle qui circule dans les psychologies humaines, qui fait dire, qui fait croire, qui fait penser à l'homme qu'il est une partie de Dieu, que Dieu l'aime, que lui doit aimer Dieu, et plusieurs autres mécanismes d'expression colorée de la réalité, l'homme arrive quand même, dans ses expressions, à avouer qu'il est utile à Dieu, à ce que lui conceptualise sous forme de Dieu. Tous les enseignements sont d'accord pour dire que l'homme a pour fonction de bloquer l'involution de Dieu, c'est-à-dire la sienne. Mais la psychologie de l'homme, qui a été éduqué d'une façon médiocre, de façon à ce que l'homme se sente médiocre, empêche la psychologie, donc, de l'homme, cette même psychologie, de voir la teneur de ce qu'il dit. Lorsque l'homme dit « Dieu est partout », alors moi je dis « Il est en toi », oui. Il ne peut pas être qu'en toi s'il est partout. Il te constitue. Tu es. Alors là, l'ego qui dit Dieu est partout dit oh non, ça ne peut pas aller. Dieu est parfait et Dieu est partout, donc l'homme est parfait. Si l'homme n'est pas parfait, Dieu ne peut pas être parfait. Et l'homme n'est pas parfait actuellement dans la réalité de son expression. Potentiellement, oui. Les énergies de ce que l'homme va conceptualiser sous terminologie de Dieu. Mais moi, je parle de Dieu dans les cieux pour faire référence aux Nazaréens, et non pas du Dieu dans le ciel, ce que lui appelait lorsqu'il parlait du Dieu créé par l'homme, à l'image et à la ressemblance de l'homme, et de toutes les entités énergétiques d'une expression divine qui n'avaient pas la possibilité ou le privilège de s'expérimenter dans la matière. On peut parler des archanges, on peut parler des anges, on peut parler des Melchisédek, on peut parler de différentes autres personnalisations d'énergie sans corps. On a vu dans la conférence Pourquoi le mal existe un peu la raison d'être de ce mal. Évidemment, on revient dans d'autres conférences pour expliquer un peu mieux. Mais la même énergie, lorsqu'elle passe à côté d'une corporalité humaine, d'un homme, d'une femme,
Elle frappe la matière, et si elle est arrêtée dans différents niveaux avant la matière, elle va créer des entités énergétiques qui, comme l'homme, auront la fonction de bloquer l'involution des énergies de Dieu. Et lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vibration comme celle de l'homme, ils vont essayer de s'accaparer de l'homme pour pouvoir eux aussi évoluer comme l'homme. En résumé, l'univers n'est pas une erreur, c'est une condition. Et dans cette création, il y a l'involution, c'est-à-dire tout ce qui tend à devenir matière. Et la matière est la plus basse expression de l'espace-temps de notre univers. Une fois que nous sommes matière, nous recommençons à retourner vers Dieu, vers l'endroit d'où nous sommes partis, mais pour le faire, nous devons nous asseoir sur des véhicules qui permettent l'expression de l'évolution. Le corps physique, le corps vital, la vie, le corps psychologique, le corps astral, la mémoire, l'émotion qui permet d'énergiser la mémoire planétaire, qui permet de nous créer un monde. Et dans cette énergie émotive, va naître l'éducation de l'homme, qui va permettre à l'homme d'oublier totalement sa venue, d'oublier totalement son origine, de façon à ce que celui-ci daigne bien vouloir expérimenter la matière, daigne bien vouloir expérimenter la souffrance matérielle et psychologique, de façon à constituer le véhicule le plus parfait pour que l'énergie supérieure vienne le chapeauter, vienne s'arrêter dans sa tête. Là, il va constituer un homme plus intelligent, plus brillant, qui va encore souffrir. Mais l'homme doit ignorer sa puissance, parce que s'il connaît sa puissance, il quitte instantanément le plan de la planète, éliminant par là même toute l'évolution qui a été nécessaire pour bloquer l'involution des énergies divines. L'homme n'est pas seulement un Dieu en potentiel, l'homme n'est pas seulement un Dieu en devenir. L'homme est un Dieu plein, potentiellement plein, donc une énergie hautement intelligente, mais qui, dans la forme d'expression qu'il doit employer pour l'instant, ne peut pas exprimer cette intelligence. Ne pouvant exprimer cette intelligence, il s'est constitué une intelligence pour lui permettre d'oublier sa réelle naissance, celle des plans divins. L'intelligence que l'homme s'est constituée a été l'ego de l'homme, a été le phénomène émotif de l'homme, le désir chez l'homme, la mémoire chez l'homme, qui lui permet, lors de l'expérimentation, d'accumuler sa vie, d'accumuler son passé, lui donnant l'impression qu'il vit. Parce que l'homme, présentement, ne peut pas savoir réellement tout ce qui constitue sa présence sur la planète Terre, parce que le sachant, l'ego voudrait obligatoirement sacrer son camp. Pour que la personnalisation de l'intelligence divine chez l'homme s'accomplisse, l'ego doit plier le genou. C'est-à-dire que l'ego doit se mettre à genoux devant l'énergie intelligente, donc devant Dieu. Et cet ego, ce n'est pas l'homme en général, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme au complet, c'est une partie de l'homme. C'est la partie des désirs, de l'émotion, des mémoires, qui doit s'effacer. Et c'est pourquoi aussi, dans l'antique religion, on enseignait à l'homme qu'il devait craindre son Dieu. Votre ego doit craindre votre mental. Et on enseignait à l'homme aussi qu'il devait faire la volonté de son Père et non pas la sienne. Votre ego doit faire la volonté de votre mental, qui pourra être en contact avec l'énergie supramentale, mais ne doit pas faire la sienne. Ça encore, ce sont des palabres. C'est-à-dire que chez l'homme ancien, il n'a pas suffisamment d'énergie mentale pour se constituer une intelligence d'action. Il n'a pas encore la faculté d'être totalement conséquentiel. Alors, il voyage encore sous le véhicule de l'ego. L'homme transitif est un être qui est en train de constituer une nouvelle forme d'homme, qui a déjà été exprimée par Salomon. L'homme commence à avoir un cœur intelligent. Et lorsque l'homme a un cœur intelligent, il se rapproche de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est une autre facette du frein d'involution des énergies divines.
vous êtes le commencement et la fin. Vous êtes le début de l'origine du monde et vous êtes la fin de l'expansion de l'univers, le corps physique. Mais cette origine doit pouvoir être placée sur les différents véhicules qui vont jusqu'au fin fond du monde, la matière, le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental et les autres corps supramentaux qui est en train d'être constitués au niveau planétaire jusqu'à la source première, le corps divin. Ça se fusionnera et le mécanisme d'utilité de l'homme sera fini. L'ego, lorsque je dis ceci, se dit « Oui, mais une fois que tout ça est fait de bord, une fois qu'on est devenu Dieu, on a l'air de quoi? On s'est fait fourrer. J'aime autant rester homme puis pas vouloir devenir Dieu, parce que tant que je suis homme, je vis, je suis présent, je sens, je goûte, je peux connaître le bonheur. Et ce qu'il oublie, c'est qu'il peut connaître la souffrance, il peut connaître le malheur, il peut sentir des choses qu'il ne veut pas sentir. Tout ça fait que, malgré que l'homme veut rester homme, l'antipode de l'homme planétaire, la souffrance, ce qui fait que l'homme veut évoluer pour ne plus souffrir, oblige l'homme, veut pas un jour, à devoir mourir égoïquement, mourir dans un corps physique vivant. Ça, c'est très important. Lorsque l'homme perd son corps physique, il va devoir revenir dans un corps physique. Mais l'homme doit se mettre au monde de son vivant. Lorsque l'homme est capable, l'homme égoïque, lorsque l'ego est capable de mourir du vivant du corps pour que l'homme nouveau naisse, l'homme devient stérile, la femme devient stérile, parce qu'elle n'a plus besoin de se reproduire, parce qu'elle n'aura plus besoin de mourir. Mais lorsque l'ego veut l'éternité du corps physique, il ne l'aura jamais, parce que c'est l'ego lui-même qui, accumulant bagage de mémoire sur bagage de mémoire, cristallise la forme du corps physique, empêchant l'énergie vitale, la vie, de circuler librement pour énergiser les cellules et l'atomicité du corps, obligeant celui-ci à mourir. L'homme n'est pas médiocre, l'ego de l'homme est médiocre, et le rôle, la fonction de l'homme, c'est la même que celle de Dieu dans la constitution de notre univers, celle de réparer ce qui a été fait. Ça n'a pas été une gaffe. On a déjà parlé de la chute de l'homme sur le plan planétaire, du rôle de Lucifer à l'intérieur de ça. On va aussi y revenir plus tard. Mais il n'y a pas d'accident comme tel. Lorsque tout sera revenu comme cela doit être, faites-vous-en pas. Vous aurez une conscience suffisamment ample pour continuer à apprécier ce qui se passe, mais d'une façon différente de celle qui, présentement, anime la conscience de l'homme. Une petite question pour faire joli. Est-ce qu'on n'assiste pas en ce moment à une espèce d'accélération de l'évolution? Je m'explique. Il aura fallu 4 millions d'années pour passer de l'homme des cavernes à l'homme des casernes. Et ensuite seulement 1 siècle pour passer de l'homme des casernes à l'homme des tavernes. Est-ce qu'on peut assister à... L'Australopithèque au Mentalopithèque? Je lui pose la question annuellement. Alors pour 86, t'es libéré là. Je veux voir un peu quelle différence il peut y avoir dans tes réponses au fur et à mesure que les années s'écoulent. Est-ce qu'on assiste à une accélération de l'évolution aujourd'hui? Premièrement, on n'assiste pas, c'est-à-dire qu'on assiste à une accélération si on compare quantitativement le temps nécessaire aux véhicules biologiques d'être instaurés sur le plan planétaire, aller jusqu'à maintenant, où on va pouvoir voir la naissance d'un corps supramental. Quantitativement, il y a une accélération d'évolution, tandis que qualitativement, il n'y en a pas. Et au niveau de la précipitation que l'homme pourrait faire, ça ne se fait pas non plus. Les choses se font comme elles sont. La vibration ralentit, et le corps matériel peut comporter une infinité de plans vibratoires et ça reste de la matière. Au niveau vital, ça en comporte, mais moins. Alors, ça prend moins de temps à le constituer. Au niveau astral, ça en comporte encore moins. Et au niveau mental, ça en comporte moins, parce que si on regarde l'énergie mentale, comment elle a été constituée, la Deuxième Guerre mondiale a collectivé l'énergie mentale, et présentement, donc quelques 45 ans après, on est déjà à la phase de l'énergie supramentale, qui sera vécue d'une façon
collective dans un temps beaucoup plus rapide que la phase mentale a été vécue collectivement. Par contre, l'énergie mentale chez l'individu a pris naissance avant même la venue du Nazaréen. Alors, l'énergie supramentale dans l'individu, disons, non pas dans la collectivité, prend naissance présentement, et dans le temps, ça sera accéléré, mais collectivement, ça ne prendra pas 10 ans avant que la planète Terre soit dans ce niveau d'énergie. Lorsque l'homme, moi, ça l'a pris beaucoup de temps à créer mon corps physique. Ça l'a pris des milliers d'années, et même des millions d'années, à constituer ma molécule physique, la tienne aussi, et d'ailleurs celle de l'Assemblée ici. Mon énergie vitale, ça l'a pris beaucoup moins de temps, et ça l'a pris encore des millions d'années. Mon énergie psychologique, ça l'a pris moins de temps, ça l'a pris quelques milliers d'années. Mon énergie mentale, ça l'a pris quelques milliers d'années, mais on parle de presque millions d'années dans les milliers d'années, là on parle de 2-3 000 ans, pour mon énergie mentale. Mon énergie supramentale, ça leur a pris quelques centaines d'années. Pour moi. Et pour la majorité d'entre les personnes qui sont ici, c'est un peu la même chose. Biologiquement, je suis la descendance génétique de l'humanité, à partir des larves qui se promenaient sur la Terre blanche de Québec ésotérique, donc il y a cela des milliards d'années. Vitalement, je viens après. Astralement, je viens après. On parle de Lémurie, disons, et même de l'Atlantide. Mentalement, on parle surtout des continents, disons, de la race aryenne, de la race blanche. Supramentalement, c'est débutant ici, mais ça prend moins de temps. Quantitativement, on va vers une pyramide. Mais l'humanité complète, la planète Terre, elle, passe par le même phénomène. Mais si on dit, est-ce que l'énergie supramentale sera collective dans 10 ans? Moi, je peux te dire qu'elle sera collectivée, disons que l'ensemble même des humains seront rendus à cette phase supramentale. Donc, on parle de l'Inde, on parle de tous les pays, dans quelques, pour pas trop être agressif, quelques milliers d'années encore. Sauf que dans certaines régions, on aura une connaissance supramentale, au niveau du Québec ésotérique surtout, dans quelques 40, 50, 60 et même 100 années. Et ces personnages-là auront comme fonction de finaliser l'évolution énergétique des phases involutives de l'homme sur le reste de la planète. Et les réponses sont de plus en plus élaborées au fur et à mesure que les années s'écoulent. Veux-tu me parler? Là, tu vas répondre Non, oui. parce qu'il veut dire que le public évolue. Il y a plusieurs questions en rapport avec le phénomène de la réflexion créée par les pensées. En tant que transitif, comment tu expliques ça là? Réflexion de la pensée dans l'homme. Autrement dit, est-ce que dans le surhomme ou l'homme supramental, est-ce qu'il va y avoir encore ce phénomène de réflexion de la pensée? Oui. Il faudrait peut-être l'expliquer, peut-être d'abord. C'est exactement ce qu'on va faire. Bon. La réflexion chez l'homme. Quand l'homme réfléchit, on a vu dans une conférence que, et on va le réexpliquer, mais disons, de façon peut-être plus élaborée et simple. Présentement, la majorité d'entre vous, vous ne pensez pas. Maintenant que je viens de le dire, la majorité d'entre vous, vous pensez. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il y a quelque chose qu'on appelle la conscience de l'homme, qui est un réceptacle, qui est un endroit qui est capable de filtrer, de retenir des énergies. Ces énergies retenues peuvent être la mémoire, peuvent être aussi l'extérieur, peuvent être aussi les énergies supramentales, dans le cas qui nous intéresse. L'énergie supramentale étant la plus évoluée des expressions des énergies divines pour l'instant, dans le contexte de l'homme. Votre conscience, il n'y a rien dedans. Et soudainement, cette conscience a la propriété de réfléchir des mémoires chez vous. Quelle mémoire? Quelque chose que vous n'aimez pas. Quelque chose que vous aimez. Cette réflexion de mémoire dans votre conscience crée un stimuli qui va être constaté par l'ego. Alors vous allez haïr ce à quoi vous pensez ou vous allez aimer. Alors à un moment donné, vous êtes couché, puis ça réfléchit. C'est-à-dire que votre conscience réfléchit, et sur la surface de la conscience, on voit l'image réfléchie ou la pensée. Et l'ego peut lire ça. L'ego en a conscience. Alors, ce qui fait que vous êtes couché, vous faites rien que penser à l'accident que vous avez eu hier. Puis ça revient, puis là, vous la revoyez, puis vous n'arrivez pas à le chasser. Votre conscience, elle réfléchit ce qui passe.
Et l'homme pense qu'il pense, en ce sens que l'énergie qui passe est réfléchie. Si l'homme axe sa conscience, on va encore d'une façon allégorique, sa conscience, pour arriver à réfléchir à quelque chose d'autre, il peut réfléchir des énergies qu'il va aimer. La faculté qu'a l'homme de transformer sa conscience, parce que l'homme a la faculté de la transformer, s'appelle l'imagination. Mais l'imagination de l'homme peut lui permettre d'imaginer dans ses mémoires, peut lui permettre d'imaginer de l'irréalité, parce qu'il sera relié aux mémoires extérieures à lui, mémoire astrale planétaire, et ça peut aussi lui permettre d'imaginer la réalité. Il y a une porte de fermée devant vous, vous imaginez ce qu'il y a l'autre bord. Mais imaginer la réalité est aussi possible que d'imaginer ce qu'il n'y a pas de l'autre côté. Sauf que l'homme se fie plus à son expérience et l'homme doute un peu de son expérience, sauf si l'expérience entraîne chez lui la peur. Il pourra énergiser sa peur de l'autre côté de la porte. Lorsque l'homme axe par l'imagination, et c'est très important ce mot, la concentration est la faculté de conserver l'imagination dans un axe particulier, c'est-à-dire que la concentration est la faculté de conserver la conscience dans une réflexion particulière. Et lorsque la conscience peut cheminer comme un vieux singe d'arbre en arbre, la pensée de l'homme s'en va du coq à l'âne. Lorsque l'homme est capable de brancher son imagination sur des concepts plus énergétiques, sur sa foi, sur la spiritualité, il va donc automatiquement réfléchir ce plan astral planétaire, ce ciel. Le réfléchissant, l'homme réfléchit, dans le terme psychologique, à Dieu, à la paix, à l'évolution, à l'amélioration, à l'altruisme, à l'aide. Et si l'homme peut, par l'imagination, non pas sous l'assujettissement de sa mémoire, il y a deux formes d'imagination, celle réglée par la mémoire, celle réglée par la perception de la réalité. Si l'homme est capable, encore une fois, de placer son imagination, mais là, ce n'est plus la concentration qui sera nécessaire, ce sera l'attention. Dans un autre angle, automatiquement, il réfléchit les énergies supramentales. Alors l'homme ne réfléchit plus dans le sens, François me demandait, est-ce que l'homme supramental, l'homme nouveau, le surhomme, va penser? De quelle façon sera sa pensée? Elle ne sera pas mémorielle et elle ne sera pas mémorisable par celui qui va la réfléchir. Alors l'homme va continuer à réfléchir, mais l'homme ne pensera plus. La pensée, c'est la faculté qu'a l'homme, par l'imagination et la concentration, de réfléchir de ses mémoires pour les adapter à la réalité. C'est la pensée. L'homme peut penser philosophiquement, l'homme peut penser artisanalement, l'homme peut penser scientifiquement, l'homme peut penser haineusement. Tandis que l'homme nouveau continue sa réflexion, il réfléchit l'énergie supramentale, ce qui va énergiser la plaque, la conscience. Énergisant la conscience, l'homme va par l'attention. Être attentif, on le voit dans le séminaire, c'est être concentré sur tout. Puis être concentré, c'est être attentif sur une chose. La conscience de concentration, elle est locale. Attentif sur une chose. Je suis concentré sur ça, le reste disparaît. Mais la concentration, disons, de l'homme nouveau, c'est l'attention. Il est concentré sur tout. Il a donc une conscience étendue. Il va continuer à réfléchir, mais qu'est-ce qui va diriger sa réflexion? Ce sera son attention, la perception qu'il aura de l'univers autour de lui. Donc, il pourra réfléchir que ce qu'il aura besoin de réfléchir. C'est-à-dire qu'il saura ce qui sera nécessaire qu'il sache. Et ce n'est pas son ego ou ses mémoires dirigeant à la concentration qui vont faire qu'il va réfléchir pour se sécuriser. Il ne se posera pas de questions. Lorsque quelque chose va se passer, automatiquement, il aura la réponse. Et c'est ce qui fait la différenciation, disons, de la conscience nouvelle chez l'homme de la conscience ancienne chez l'homme. Comment l'astral s'y prend-il pour nous manipuler suffisamment pour faire baisser notre taux vibratoire de l'homme? C'est quoi ce phénomène-là? Comment ça fonctionne? Bon, l'astral, pour les personnes, disons, qui ne sont pas habituées à ce mot, ça n'a rien à voir avec les astres, du moins pas dans de la forme astronomique.
L'astral, c'est la conscience planétaire. L'astral, c'est le ciel du Nazaréen. L'astral, c'est l'émotivité. Chaque fois que l'homme vit quelque chose, cela s'inscrit, perturbe l'extérieur, et cet extérieur perturbé a la faculté d'être réfléchi par l'homme. Donc, il a donc la faculté de manipuler l'homme. C'est-à-dire que comment l'homme est-il manipulable? L'homme est manipulable par ses pensées. On parle d'un homme naturel. Je ne parle pas d'un homme qui n'a plus de cervelle, c'est-à-dire qu'on a lavé le cerveau, bien brossé, bien shiné, un zombie, un mort vivant. Alors évidemment, on manipule son corps physique. L'homme est manipulable par sa pensée. Pourquoi? Parce que l'homme pense qu'il pense. C'est-à-dire que l'homme accrédite ce qu'il pense. Et lorsque l'énergie chez l'homme accrédite ce qui est réfléchi par l'homme, parce que vous allez voir, le découvrir à un moment donné chez vous, que vous allez avoir cette faculté de discerner ce qui est réfléchi écologique, ce qui est réfléchi non écologique. Ce qui est réfléchi qui sert l'ego, ce qui est réfléchi qui est utile à l'ego. Et c'est pas pareil. L'ego a une fonction et des choses sont nécessaires pour qu'il puisse accomplir cette fonction. Mais lorsque l'ego veut être servi, lorsque l'ego veut devenir le maître, c'est pas pareil. Et l'homme va discerner l'astral, donc les mémoires extérieures, mémoire d'événements, mémoire d'émotions, mémoire de réflexion, donc de coloration, vont faire en sorte que vous allez être capable de réfléchir la réalité dans votre conscience, donc d'être conscient de la réalité, mais en même temps, vous allez être capable de réfléchir vos mémoires. Donc, de colorer votre perception de la réalité. Vous êtes conscient de la réalité, mais vous n'aimez pas la réalité. C'est-à-dire que sur le plan de réflexion, dans votre conscience, la réalité est réfléchie de même que ce que vous auriez aimé qu'elle soit. Discernant les deux, vous comparez. Comparant, vous risquez d'être malheureux ou d'être heureux. C'est-à-dire que l'ego s'identifiant totalement à sa conscience, et c'est d'ailleurs pourquoi il a peur de mourir, s'identifiant totalement à sa conscience, ce qu'il y a d'important chez lui, c'est cette conscience. Mais cette conscience réfléchit, ce que lui appelle pensée. C'est quoi la différence entre réfléchir et penser? La pensée, c'est la même chose que la réflexion, sauf que l'ego pense parce qu'il croit qu'il génère lui-même ce qui est réfléchi dans la conscience. Tandis qu'en réalité, ce qui est réfléchi, vient de l'extérieur, il ne le crée pas. Lorsque l'homme dit « je pense », il veut dire « je crée ce qui apparaît dans ma conscience ». Alors qu'en réalité, l'homme ne peut pas créer ce qui apparaît dans sa conscience, l'homme ne peut que le réfléchir. Lorsque l'ego s'identifie à sa conscience, vous identifiez à votre conscience. Ce que vous ne savez pas ne vous rend pas malade, ne vous rend pas malheureux, ne vous rend pas heureux. Pourquoi? Ce n'est pas dans votre conscience. Ce qui est réfléchi a de l'importance pour l'ego, plus que tout ce qui pourrait être réfléchi. Cela veut dire que l'illusion psychologique de l'homme a plus d'importance que la réalité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est réfléchi. Alors l'homme réfléchit l'extérieur, la réalité, il prend ça dans ses mémoires. Et il découvre des choses qui lui plaisent et des choses qui ne lui plaisent pas. Vieillissant, l'homme préfère faire réfléchir ses mémoires dans sa conscience que de continuer à faire réfléchir la réalité. Alors l'homme, vieillissant, se rappelle du bon vieux temps. Et il aime ça. Et ça lui donne du pep. Il revient en arrière. Il compare son passé. Pourquoi? Parce que dans sa conscience, ce qui revient de la mémoire a plus de goût pour lui, et la réalité, il n'en veut pas. L'homme ne veut percevoir la réalité que pour se sécuriser, mais pas pour jouir avec. Il préfère se créer un monde illusoire, un monde d'artistes, un monde spirituel, un monde qui n'a pas de valeur matérielle, et là, il sera heureux. Faites une promesse à un homme, il sera heureux. On peut rendre quelqu'un heureux par la parole. Pourquoi? Parce qu'on fait susciter, on fait revenir dans ses mémoires des choses qu'il ne se rappelait pas, ou on incruste par l'éducation de nouvelles mémoires. Et l'homme, s'identifiant à sa conscience, vénère cette conscience. Vénérant cette conscience, il la braque vers le passé. Parce que
il va essayer de faire réfléchir les choses qu'il a aimées du passé. C'est plus sûr, parce que la réalité qui est réfléchie n'amène pas nécessairement ce que l'ego veut. De temps en temps oui, de temps en temps non. Mais le passé devrait toujours amener ce que l'ego veut. Mais l'ego, se créant ce monde d'illusions, ne peut faire autrement que de se rendre compte qu'il vit dans un monde matériel, qui lui rappelle inlassablement qu'il vit de l'actualité, même si dans sa conscience, il ne veut conserver que les bonnes choses du passé, sa mémoire. Alors donc, l'homme est manipulable parce que se braquant sur les mémoires qui circulent viennent se refléter sur sa conscience et l'homme pensant qu'il pense se dit « je pense à ceci, je pense à cela, j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé cela. Pourquoi ceci n'a pas été comme j'ai voulu? Pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi n'ai-je pas fait cela? » Mais si l'homme braque sa conscience vers la réalité, il garde l'émotion, il garde une émotion pure, il aime la réalité, parce qu'il ne peut plus la comparer à ce qu'il a vécu. Donc, il est capable de réfléchir en même temps que la vie, au lieu de réfléchir la mémoire de la vie. L'homme est manipulable pour la simple raison qu'il accrédite plus ses mémoires que la réalité, et c'est normal parce que l'homme égoïque, l'homme ancien, vénère sa conscience. Je suis conscient. Je veux qu'on me laisse dans ma conscience. Je veux développer ma conscience pour avoir une surface plus grande de réflexion, pouvoir encore mieux jouir. Mais la conscience, même si présentement elle sert à cette jouissance, ou à cette recherche, ou à cette démarche, elle tend lentement à être braquée par les énergies intelligentes vers les énergies intelligentes. On a parlé de concentration puis d'attention. Et là, il y a une question qui est intéressante. On te demande, c'est quoi le phénomène de la distraction? Pourquoi sommes-nous distraits? La distraction, c'est une concentration éparpillée. Ce sont des mécanismes, encore une fois, que l'on touche beaucoup dans le séminaire. J'en parle pour la simple raison que si une personne veut savoir des choses, si on est bref en conférence, on ne l'est pas autrement. Lorsqu'une personne est distraite, c'est qu'elle se concentre sur une chose, immédiatement sur une autre chose, immédiatement sur une autre chose, immédiatement sur une autre chose. Mais elle est concentrée. Tandis qu'elle n'a pas la faculté de rester concentrée sur cette chose, sur cette chose, sur cette chose, sur cette chose. Si son changement de concentration se fait à une vitesse reliée au temps psychologique ou au temps mental, matériellement, ça va trop vite. Alors, elle a la pensée qui ne passe à rien. Elle est là, puis il se passe de quoi, mais sur le plan de conscience, elle ne voit rien. Parce que la conscience est exprimée par le système neuronique de l'homme, dans la matière vitale et physique, le cerveau. Lorsque la personne elle est distraite, c'est simplement parce que sa concentration n'est pas capable de rester fixée sur une seule forme d'énergie. Autrement dit, sa conscience gire dans son marasme de mémoire ou le marasme de mémoire extérieur à elle, et elle n'arrive pas à arrêter une énergie quelconque. La personne elle est distraite, approchez d'elle, criez, bien fort. Elle ne sera plus distraite. Elle ne pensera peut-être plus à ce qu'elle veut faire, mais elle sera revenue chez elle. Vous allez avoir arrêté sa perturbation de conscience, le cheminement incontrôlé de sa conscience dans ses mémoires. Et là, concentre-toi là-dessus. Je peux pas, mais là, elle est déjà concentrée. Il y a moyen de reprendre une personne pour qu'elle puisse se brancher. Les professeurs font ça souvent avec les élèves, sauf qu'ils utilisent une grande baguette. Je ne sais plus aujourd'hui, mais disons à l'époque. Alors, ils arrivent sournoisement à côté de toi, mais toi, tu es concentré sur ton cornet, dans la lune, que les autres appellent une énergie lunaire. Et là, bang, tu reviens. Tu es totalement concentré sur les dangers d'être à l'école. Il y a des moyens de développer cette concentration, sauf que si on regarde, par exemple, au niveau du PMC, on ne développe pas la concentration. On travaille sur l'attention. Si tu es attentif, tu ne peux pas être concentré d'un point à l'autre, ce qui fait que veux pas, tu ne peux pas être perdu. Mais tu es capable aussi de faire plusieurs choses à la fois. Et tu es capable aussi d'écouter la télévision et quand quelqu'un vient de parler, tu dis pas « ouais ».
Puis là, il s'en va frustré parce que tu ne l'écoutes pas. Hein? Les pères font souvent ça, aux enfants. Alors, tu es capable d'écouter la télévision, de jaser avec. Tu es capable de... si ton ego ne veut pas perdre de rue des pignons, il n'y a pas de problème. Alors, tout va bien lorsque l'être est attentif. Alors, la distraction, ben, c'est ça. C'est simplement une concentration sur 1 milliard de choses en même temps parce que la conscience chemine dans les mémoires sans s'arrêter sur rien. En criant, en faisant peur, en disant que j'ai gagné 1 million, il y a plusieurs moyens pour que ceci se branche immédiatement sur ce que l'extérieur lui apporte. Se branchant sur l'extérieur, il fera référence automatiquement à des choses intérieures, donc il sera concentré. Et suite à cela, il pourra peut-être cheminer vers ce qu'il veut faire. Une personne te demande d'expliquer un phénomène qui lui est arrivé. À l'âge de 14 ou 15 ans, donc, il m'est arrivé de me réveiller en pleine nuit et de voir au loin dans le noir un point lumineux qui avançait très vite comme un train qui fonce sur soi et suivi d'un son perçant. Je ne sais pas s'il a été écrasé. La première fois que moi j'ai vécu ce genre d'expérience, j'étais sur une plage qui s'appelle Tilapa. Effectivement, personne là. Et cette plage qui est sur la côte pacifique du Guatemala, totalement déserte, totalement vierge, il y a des cocotiers, tout ce qu'il faut, la mer, le Pacifique. Et il y a quelques indigènes qui vivent dans certains petits villages de 30-40 personnes, puis on a presque 20 000 on peut marcher avec personne dessus. Et un soir que je me promenais à la pleine lune, j'ai effectivement vu un train. Et c'était pas la vitesse d'un train, avec le faisceau qui me fonçait dessus avec le crieur du train et tout ça. Jusqu'au moment où j'ai pu être suffisamment lucide pour crier que ça ne se pouvait pas. Ça a disparu. Qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait simplement que... Une question qui, encore là, va demander une explication peut-être laborieuse pour certains, mais disons que si la personne pose cette question, on va répondre pour elle. Dans la mémoire de réflexion, il y a ceci. Lorsque l'homme réfléchit, il a une conscience mémorielle. Mais sachez que dans la mémoire est enregistrée l'image. Chez certains, la couleur, mais pas chez tous. Chez certains, les sons. Chez certains, les odeurs. Chez certains, les contacts tactiles. Et chez certains, tout ça au complet. En réalité, tout ça est enregistré, mais tous n'ont pas la même capacité de faire réfléchir ces stimuli. Normalement, on réfléchit le son, la voix et l'image. Mais jusqu'à certains points, l'homme peut être capable, d'une façon réveillée ou d'une façon endormie, le rêve d'ailleurs est une réflexion inconsciente, de différents mécanismes dans l'astral planétaire. L'homme fait ce que occultement on appelle un voyage astral, qui ésotériquement est une extra-conscientisation astrale parce que l'homme ne voyage pas comme tel. Bon. La conscience cheminant, la personne est capable d'avoir une réflexion, mais tellement impeccable d'un mécanisme qu'elle a vécu ou qu'elle n'a pas vécu, mais qui existe. Tellement impeccable qu'elle n'aura pas besoin de ses sens biologiques pour pouvoir colorer, imprimer sa conscience aussi clairement. Cela veut dire que ce qu'elle voit ne parviendra pas à sa conscience, ce n'est pas nécessaire. La mémoire avec laquelle elle est connectée, chez elle ou à l'extérieur, est tellement bien réfléchie dans sa conscience qu'elle n'a plus besoin de ses yeux pour voir clair, elle voit clair. Mais l'ego expérimentant le fait que lorsqu'il voit clair dans sa conscience et par le biais de ses sens, il s'imagine automatiquement qu'il le voit par ses sens. Alors il regarde, ça vient, ça fonce, il l'entend, il se bouche les oreilles, il l'entend encore, aussi fort. Et c'est là, justement, que l'ego devrait prendre conscience que ça n'a pas rapport. Ferme les yeux, il voit aussi clair. L'ego peut quand même arriver, lorsqu'il ferme les yeux, à différer sa conscience. Ce sont des pièges. Plus souvent qu'autrement, la personne, elle a beau bouger, grouiller, faire n'importe quoi, ça persiste. Et ça a une texture d'authenticité. Alors, ce qui se passe, c'est une réflexion beaucoup plus parfaite du monde astral, c'est-à-dire que la personne faisait un voyage astral réveillé, placé dans un contexte particulier, celui d'une lumière, par exemple, qui pouvait être la lumière d'un train, d'un bateau, d'un auto, qui pouvait être aussi simplement une lumière qui était véhiculée par le plan de sa conscience, de son astral, et la personne avait donc l'impression de vivre un mécanisme qui n'est absolument pas dangereux pour le corps physique, mais qui peut être dangereux pour l'ego parce qu'il incruste une expérience dramatique, traumatisante chez l'ego. Lorsque l'homme comprend ces mécanismes,
Alors, il regarde le train passer. Puis il marche chaque vague. Dans la vie, c'est souvent comme ça. On fait des expériences douloureuses et puis on se demande quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel. Un beau jour, on aperçoit une lumière, on se dit ça y est, on voit la sortie. Puis là, c'est le train qui arrive. C'est ça. Ici, on te dit conférence très très complète. Pourrais-tu expliquer, par rapport à l'échelle vibratoire que tu as définie au début, là, où tu places les qualités de l'âme? L'âme se situe où, par exemple, entre la matière et l'esprit? Là? Oui. L'âme se situe dans un plan vibratoire qui est strictement relié au contexte planétaire. À l'extérieur de la Terre, il n'y a pas d'âmes qui vont être créées. Étant donné que l'âme de l'homme a une enveloppe qui ésotériquement porte le nom de périsprit, l'homme est capable de quitter l'espace terrestre et de conserver ses mémoires et son âme. Mais évidemment, il aura une perturbation réflexive différente de ce qu'il aura sur la Terre. La qualité vibratoire de l'âme, elle est dans un plan qui est légèrement en delà de l'énergie mentale de l'homme et totalement au-dessus de l'énergie égoïque, orgueilleuse de l'homme. Cela veut dire que l'âme spirituelle, si c'est cette âme que la personne veut parler, se trouve dans un plan qui peut permettre à celui qui réfléchit cette énergie d'entrer en contact avec une énergie mentale qui pourra par la suite lui permettre d'entrer en contact avec l'énergie supramentale. Mais l'énergie supramentale a pour fonction intégrale de venir instruire l'âme de façon à ce que l'âme accepte de mourir, de disparaître, d'éclater, pour donner naissance à une âme, si on peut dire, supramentale, qui ne pourra pas vivre dans le contexte planétaire. L'âme de l'homme est ce qui permet à l'ego d'être. C'est ce qui permet le plan de conscience psychologique d'apparaître. Et dans l'âme de l'homme peut être réfléchie l'énergie spirituelle, l'énergie orgueilleuse et toutes les autres formes d'énergie. Il faut comprendre aussi que l'énergie même de l'âme peut vibrer à un point beaucoup plus bas que ceux que j'ai énumérés, vibrer à un point presque vital, à un point qui frôle la matière. Et là, on a accès à une âme que certains vont appeler maléfique, matérielle, diabolique, une âme qui est beaucoup plus basse. Et entre ces niveaux énergétiques, entre l'énergie vitale et l'énergie mentale, l'âme existe et l'âme va permettre à l'homme, selon son cheminement, d'éliminer, de détruire les parties vibratoires trop matérielles de sa propre personnalité, de façon à créer une énergie beaucoup plus libérale qui comprendra les mécanismes de l'évolution, qui comprendra aussi la recherche d'un Dieu, c'est-à-dire qui permettra à l'ego d'accepter que quelque chose de supérieur à celui-ci puisse venir l'aider. Donc, on rentre dans le contexte de la religion. C'est tout à fait normal, bénéfique, intelligent. Mais lorsque l'énergie vient chercher l'homme, lorsque l'énergie de Dieu, ce que l'ego recherche, traverse la couche de l'âme, elle instruit l'ego que tout ça devra disparaître. Parce que tant qu'une limite, même si on l'appelle l'âme, existe entre l'ego et ce que celui-ci appelle Dieu, tout cela ne peut pas être ce Dieu. Lorsque ceci éclate, que tout ça disparaît, automatiquement, tout ça devient ce que l'ego recherche. Alors l'âme se situe donc entre l'énergie mentale, elle n'est pas plus stupide. Fait qu'on fait attention. On a des personnes qui sont hautement intellectuelles. Ils ne sont pas mentales. Ils ne mentalisent pas, ils intellectualisent. Et dans leurs âmes, l'intellect est inclus parce que l'intellect, c'est la faculté qu'a l'âme, qu'a l'ego, de manipuler l'énergie mentale naissante de façon à nourrir en information l'ego. Ça donne l'impression à l'ego qu'il devient intelligent. Si l'univers contenant les supra-univers est à la limite de son expansion et que notre système solaire en est à la périphérie, alors lorsque l'homme aura terminé son travail dans la matière, cet univers disparaîtra et par conséquent l'espace-temps aussi. Où sera alors l'homme divinisé? Alors, ça aussi, c'est des promesses que je fais depuis 2-3 conférences. Alors, ce soir, j'ai expliqué des choses que je promettais depuis 1 an et demi.
on va revenir sur cette, comme on dit la semaine dernière, il y a un endroit où il y a des choses qui n'existent pas. Et même cet endroit n'existe pas. Il n'en a pas le temps. Bon. Mais c'est là. Ça va être là. Lao Tzu a essayé avec le non-existant. Et on en a fait quelque chose d'existentiel. Alors présentement, moi, je ne recommencerai pas, disons, à mettre des mots sur quelque chose qui ne peut pas comme tel être contenu dans un mot. Plus tard, possiblement, on va quand même faire l'expérience de l'explication, non pas moléculaire et scientifique plate, comme on l'a fait ce soir, disons, de la création, étant donné que là, il n'y a ni molécule ni rien. Alors, ce soir, je ne veux pas répondre pour la simple raison que il y a beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à l'utilité d'expliquer ceci. Bon. Le chemin du ciel. Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi bleu? Pour la simple raison que, évidemment, lorsqu'on regarde le ciel, on voit la réfraction de la lumière sur la couche atmosphérique qui permet un réfléchissement, surtout d'énergie bleue et ultraviolette, qui crée ce ciel bleu. Lorsque l'axe de la Terre par rapport à la lumière du soleil change, donc lorsque le soir ou le matin arrive, la réfraction de la lumière blanche solaire qui contient tout ce degré d'évolution, donc tout ce degré énergétique, est réfléchi différemment. Alors on va voir le rouge, l'orangé, on appelle ça un beau lever de soleil, un beau coucher de soleil. On a donc d'autres formes d'expression vibratoire. Religieusement, on dit, comme tout à l'heure disait François, que l'enfer est rouge et infernal, où on a le feu, et que le ciel, on garde l'idée du ciel bleu. Parce qu'on a toujours, sur le plan planétaire, fait une référence à la lumière pour parler de l'évolution de l'homme. Alors on parle, j'ai eu une lumière, j'ai vu une lumière, j'ai vu la lumière de Dieu. La lumière qui est une référence assez bonne de ce que c'est l'évolution de chaque plan. Alors, dans le plus haut degré de la lumière vibratoire visible à l'homme, on a le bleu, le violet et l'ultraviolet. Et sur la couche atmosphérique, ce rayonnement transparaît surtout sous forme de bleu ou blanc, mais un blanc bleuté. Alors donc, c'est la plus haute expression vibratoire dans le plan perceptible par l'œil humain de la lumière. Donc, le ciel est ce qu'il y a de plus évolué, et le ciel est bleu. Tandis que l'enfer devient rouge, infernal et chaud, l'infrarouge lumineux. Ce que tout à l'heure disait François. Alors, c'est pourquoi on dit que le ciel est bleu. Maintenant, je fais référence souvent à ce que le Nazaréen disait lorsqu'il parlait du ciel et lorsqu'il parlait des cieux. Le ciel, c'est ce que nous avons au niveau planétaire. Il comprend 4 plans, le plan matériel, vital, astral et mental. C'est le ciel. Et les cieux comprennent 3 plans. Le plan christique, supramental, le plan bouddhique, le plan divin. Pour prendre des terminologies. Alors donc, le ciel, les cieux n'ont jamais été colorés. Tandis que le ciel est bleu. Sauf dans une chanson où le ciel est vert et l'herbe est bleue. Hein? Ça. Si une personne qui pose une question en forme de prose, elle fait des vers sans avoir l'air, c'est la première fois que j'entends un conférencier ésotérique être aussi technique, c'est fantastique. Après l'atteinte de tous les plans énumérés, l'homme restera-t-il toujours conscient de son état d'être? L'homme ne restera pas toujours conscient de son état d'être, parce que pour la première fois, l'homme sera conscient de ce qu'il est. Tandis que présentement, il ne l'est pas. Il a une impression, une illusion, où il s'est créé une conscience de lui-même. Alors ce sera extrêmement différent et beaucoup plus que ce que l'homme vit là. L'expliquer, c'est plaire à l'ego, et c'est instruire l'ego pour que celui-ci puisse recréer dans sa propre conscience ce qu'il vivra lorsqu'il ne sera plus. Alors, pour la première fois, l'homme sera conscient. La rencontre des énergies supérieures a créé l'homme. Maintenant, pourquoi l'involution? C'est quoi le phénomène d'involution? L'involution, c'est simplement un ralentissement vibratoire dans le plan, ce qui crée la matière. Et la matière n'a pas la faculté de réfléchir une énergie hautement vibratoire. Alors l'involution, c'est simplement l'évolution. L'involution, regardez ceci. Pour pouvoir accumuler des feuilles sur la table pour en faire une épaisseur,
Ça ressemble à l'homme, hein? Bon. La feuille part d'un niveau évolué et elle doit évoluer pour permettre à l'autre, à l'homme, d'évoluer. Et plus les énergies osent évoluer, plus cela crée l'évolution, ça remonte. Mais l'énergie ici a pour fonction d'aller au fin fond de l'espace-temps, c'est la matière. Elle doit donc devenir matière. Lorsque la matière est suffisamment énergisée, on passe au plan vital. On continue à évoluer pour évoluer. Parce que l'évolution, si on regarde ce phénomène comme je viens de l'expliquer, ben ça n'existe pas. C'est une fonction, c'est une réaction mécanique, chimique, électronique, divine, ça comme vous voudrez, mais ça n'existe pas. Lorsqu'on parle d'un plan de force d'involution, ce sont des forces qui essaient de s'accaparer de parcelles de l'homme pour se constituer eux-mêmes un corps. Alors évidemment, on peut parler des énergies diaboliques. On peut parler de différentes formes d'énergie que les continents évolués ne vivent plus trop, mais qu'on vit très bien dans les endroits plus sous-développés. Et c'est normal. C'est plus facile d'aller chercher une énergie à une conscience faible qu'à une conscience mentalisée ou intellectualisée, donc ayant un mental naissant, comme on l'a dans les régions très développées. Personne qui dit « J'ai vécu une situation où en quelques secondes, une sensation comme manquer d'air, mais c'était manquer d'éther, comme une asphyxie du corps avec impossibilité de faire quoi que ce soit pour changer cet état de choses. Peux-tu me l'expliquer ?» Elle dit pas si elle est morte ou... Cette personne, elle a une sensibilité évidente parce que si elle est capable de percevoir, par exemple, une asphyxie, une ischémie corporelle, mais même là, elle voit plutôt que ce serait une asphyxie d'éther. Sans doute d'énergie vitale, parce qu'on a deux formes d'éther, on a l'éther vital et l'éther supramental. Est-ce que c'est une chute de tension? C'est une chute de tension, mais par succion énergétique. Donc, il doit y avoir quelqu'un dans son entourage qui a la faculté de venir têter d'une façon similaire à la sorcellerie son énergie. Il y a quelqu'un, cette personne, elle pratique sans doute une forme de médecine particulière, elle doit avoir des contacts avec certains patients, et elle se fait présentement suctionner. Et lorsqu'elle n'est pas aux aguets, disons, lorsque sa conscience n'est pas nécessairement aussi énergisée, elle a sans doute la possibilité de se faire sucer son énergie vitale, ce qui automatiquement opère dans le corps physique un arrêt brusque des fonctions normales. Elle peut avoir senti une asphyxie respiratoire, mais si elle perçoit que c'est éthérique, donc vital, il faudra qu'elle s'arrange pour faire quelque chose en fonction d'un visiteur qu'elle a eu ou de clients qui viennent et qui ont maintenant la possibilité, parce qu'ils lui ont volé quelque chose pour différentes raisons, de pouvoir lui sucer son énergie. Est-ce qu'on peut se protéger contre ça? On peut se protéger contre ça par d'autres moyens magiques. Donc, on parle de sorcellerie qui est la magie noire et de la magie blanche, la formule des mages. Mais c'est de l'absurdité. Ça fonctionne, mais disons que ça n'aide rien. Tu as toujours besoin de mécanismes pour t'en sortir. La personne devra s'arranger pour aller chercher une dose d'énergie. Si elle a la sensibilité de percevoir ça, c'est qu'elle est proche d'être capable d'aller chercher une énergie qui va lui permettre de bloquer carrément ce mécanisme. Moi, si on veut me têter, je peux l'empêcher. Et cette personne, si elle veut empêcher ce mécanisme, sauf qu'on la prend par surprise. On lui a donné un break. Ce n'est certainement pas la première fois qu'elle vit une succion d'énergie, mais elle a eu un laps de temps de repos où elle pensait peut-être s'en être sortie. Et là, c'est le train qui est arrivé. Alors, il y a moyen de se protéger, mais ça encore là, c'est soit par l'augmentation de vibration, donc par la conscientisation, ou par, ça se pratique encore, mais disons que moi je n'en parle pas parce que celui qui réussit à trouver des moyens en rapport avec les ondes de forme techniques, magiques, en rapport avec les ondes de forme pour contrer ça, ben là maintenant elle ne veut plus évoluer. Et là il met ses petits mécanismes, il met ses petits cassins, il arrose son sel, puis tout ça, là, puis là il se sent bien. La journée qu'on monte le prix du sel, ben là son prix d'évolution vient de monter. Alors on n'en parle pas, ça fonctionne, on ne peut pas traiter de fou celui qui s'en sert. Et ceux qui ont la faculté de se servir de sorcellerie, que ce soit pour le vaudou, que ce soit pour d'autres choses, ben ça marche. Est-ce que l'on récolte toujours ce que l'on sème? Est-ce que c'est un phénomène de réflexion, ça? On ne récolte pas toujours ce que l'on sème. Ça, c'est très, très, très important, que la loi d'équilibre n'est pas comme l'homme la conçoit.
Les choses sur la planète doivent être équilibrées. Si tu n'es plus là pour le manger, tes descendants vont la manger, ton voisin, ton partenaire. On ne résème pas tout, on ne récolte pas toujours ce que l'on sème, sauf. Présentement, l'homme vit de plus en plus longtemps. C'est évident que la majorité de ce qu'il va semer, il va avoir le temps de le récolter. Mais pas comme il l'entend. Vous laissez des jeunes commettre des délits. À 50 ans, un jeune vous tue. Vous n'avez pas laissé un jeune tuer quelqu'un, mais vous avez permis l'instauration d'une société qui, à un moment donné, va continuer à être et vous allez être dedans. Alors, on sème des choses, on ne récolte pas nécessairement la même envergure, la même chose. Ce n'est pas parce que tu voles qu'on te vole. Mais si tu voles, tu crées une énergie qui va aussi instruire d'autres à voler, puis la société devient ce qu'elle est, puis à un moment donné, ça entre en guerre. Ça peut être aussi parce que tu paies ce genre de karma. Alors, ce n'est pas dans le contexte comme on l'a toujours vu, tu lances un crayon, tu reçois un crayon, tu donnes une pièce, tu reçois une pièce. Pas tout à fait ça. Alors, il me reste à vous rappeler que le prochain séminaire de Daniel Kem sur l'homme nouveau, séminaire intensif, aura lieu le 1er et 2 février prochain. Il reste quelques places. Les cours d'arts martiaux également débuteront le lundi 3 février. Que le symposium, c'est dimanche prochain de 13h30 jusqu'à 21h, 21h30. Compagnie de Roger Drolette, il y a une conférencière aussi, une femme qui sera là, et puis Daniel Kemp et Daniel Ménard. Donc, la conférence la semaine prochaine, c'est Demain un monde nouveau. Et oui. on va justement